Salut les moches, j'espère que vous allez bien en ce merveilleux lundi qui entame donc notre deuxième semaine de confinement. Je rappelle, vous respectez deux valeurs essentielles, solidarité, on aide les copains, on essaie de prévenir tout le monde. Pour l'instant, la chaîne YouTube atteint le nombre pharaonique de 30 abonnés. Je pense que je vais me lancer dans ma nouvelle carrière de youtubeur. Si vous pouvez faire en sorte que les autres puissent se raccrocher et qu'ils ne débarquent pas complètement quand on va se revoir en 2048, ce serait quand même un peu plus sympa. Et enfin, deuxièmement, évidemment, sérénité. Zen. Tout va bien, c'est pas la peine de se battre pour savoir qui va bouffer le chat du voisin, déjà il n'est pas à vous, donc vous le laissez au voisin, et tout va bien se passer, il y en aura pour tout le monde. Vous restez chez vous, on vous demande de rester chez vous, vous restez chez vous, pour une fois qu'on vous demande de rester avec les fesses sur le canapé à jouer à Fortnite, et à faire un peu de français de temps en temps pour l'hygiène, ça devrait bien se passer. Donc faites-le et tout se passera très bien. Je rappelle, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le moins de personnes possible qui arrivent en même temps aux urgences, que du coup on laisse le temps aux médecins de faire leur travail pour que tout le monde puisse être soigné. Donc résistance. Non, c'est pas fini, je commence à peine là. Aujourd'hui donc du coup on travaille sur les figures de style polycopiées que vous pouvez également trouver sur le site internet. Donc soit vous le téléchargez, soit vous l'imprimez, soit vous faites que le regarder directement en ligne. Peu me chaud, je vous demande pas forcément si vous n'avez pas d'imprimante de l'imprimer, je rappelle, on se détend. Si vous pouvez l'imprimer, c'est mieux, parce qu'évidemment vous pouvez écrire directement dessus. Si c'est pas le cas, vous prenez une feuille à part, vous remettez le numéro de l'exercice, on remet le titre de la séance en rouge, les figures de style, on souligne, et on met le numéro de l'exercice et on fait ça joliment et proprement sur cette feuille que l'on glissera dans son classeur de français qu'on aime tendrement. Les figures de style sont regroupées ici en leçons en différents pôles. Tout d'abord, alors il y avait différentes façons de les classer. Ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est avec ce polycopier, cette façon de faire, c'est que ça classe les figures de style par lien logique. Alors on ne vous demande pas de mémoriser les liens logiques. Par exemple, on commence par les figures de la ressemblance. Je ne vous demande pas de mémoriser ça. En revanche, les figures de style qui se trouvent à l'intérieur, vous devez les apprendre par cœur. Ça vous servira encore pour le lycée. D'ailleurs, c'est quasiment une des premières interros que vous allez avoir l'année prochaine quand vous irez au lycée. Si les lycées sont toujours là, bien sûr. Donc, c'est une séance importante, vous en avez besoin. Ça reprend des choses que vous avez déjà vues, notamment si on regarde une figure de ressemblance, on commence par la comparaison, qu'on met ensuite avec la métaphore. La comparaison, c'est quand on compare un comparé avec un comparant, et qu'on utilise pour faire ça au milieu un petit outil de comparaison, on en a déjà parlé. Les plus utilisés sont comme, tel que, exemple, mon verre s'est brisé comme un éclat de rire, comme disait Guillaume Apollinaire. Souvenez-vous de l'exemple que j'avais utilisé avec Nicolas. Nicolas s'habille comme une pomme de terre. Qu'est-ce qu'on veut dire Maëlys se coiffe comme une hippie des années 60. Enfin bref, il y a plein de façons de faire différentes. Tant que vous utilisez comme ou tel, il chante tel un rossignol, ou comme une casserole, c'est pareil, nous sommes dans la comparaison. Lorsque vous faites la même chose mais sans outil de comparaison, cette fois-ci c'est une métaphore. Souvenez-vous, je vous avais donné également cet exemple-là, au lieu de dire « les nuages avancent dans le ciel comme des chevaux au galop », comme comparaison, on dit « les nuages galopent dans le ciel ». Là, galoper, vous comprenez qu'il s'agit de chevaux ou de zèbres, on va pas chipoter, ou de gazelles, mais globalement c'est un peu l'idée. Métaphore. Ensuite, on parle de la périphrase. Alors le terme périphrase, on comprend que le préfixe péri a son importance, puisque ça, comme la périphérie, ce qui est en périphérie, c'est tout ce qui est autour. Lorsque vous prenez le périph' à Paris, c'est que vous êtes autour de Paris. Et vous galérez pendant des heures avant d'y rentrer, sauf en ce moment où il n'y a personne, parce que là on est comme dans The Walking Dead, mais sinon normalement le périph', c'est tout ce qui est autour. La périphrase, c'est un groupe de mots qui va tourner autour du mot, mais sans dire le mot exactement. Au lieu de dire la messagère du printemps, au lieu de dire, pardon, l'hirondelle, je vais y arriver, je mets dans le bon sens, on dit la messagère du printemps. Au lieu de dire Florine, je vais dire l'élève au physique étrange qui se situe dans le fond de la classe à droite. Voilà, là dans ce cas-là, je désigne la même élève, mais je ne l'ai pas appelée Florine. Florine, tu nous écoutes, c'est cadeau, c'est pour toi. Ensuite, le parallélisme. Alors là, vous êtes des pros des maths, donc parallélisme parallèle, comme mes mains qui sont superbement parallèles. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'avoir une succession de groupes de mots de même construction. Vous allez avoir l'impression que cette phrase-ci est construite de la même façon que cette phrase-ci. Il vous naît une étoile au-dessus de la tête,
Il vous naît un oiseau dans la force de l'âge. Vous avez remarqué que le début du vers commence à chaque fois de la même façon. Il vous naît, il vous naît. Alors on pourrait parler d'une répétition, on pourrait parler plus tard d'une anaphore, on va le voir. En réalité, comme il s'agit d'un groupe de mots qui se répètent, d'une syntaxe qui se répète, on parle d'un parallélisme, parce que la construction de phrase est identique. Et enfin, le dernier terme de ce premier tableau que je vous demande de mémoriser, la métonymie. Alors, ce terme, qu'on appelle aussi synecdoque, il y a deux façons de l'appeler, métonymie ou synecdoque. En réalité, c'est pas très compliqué, on vous dit désignation d'un objet ou d'une personne par un élément qui lui est lié. C'est-à-dire que vous désignez un tout uniquement par l'une de ses parties. Et comme la personne à qui vous parlez n'est pas complètement montée en kit, elle va faire le lien et comprendre que, évidemment, ce petit morceau que vous avez choisi va désigner l'ensemble. Vous n'avez rien compris à ce que je viens d'expliquer, même moi j'ai rien compris à ce que je viens de dire. Donnons un exemple pour que ce soit plus clair. Oh, j'aperçois une voile au loin. Bon, en fait, j'aperçois que dalle. Il y a une fenêtre et un mur là, donc je vois que dalle. Voilà. Alors, vous avez bien compris que c'est pas une vraie voile que je vois, c'est un bateau. Lorsque je dis ça, je désigne le bateau par la voile. Lorsque, je sais pas moi, quand Paul, quand ta maman elle te dit de finir ton assiette, c'est pas l'assiette que tu manges, c'est ce qu'il y a dedans, hein. Tu manges pas là. Bon, c'est peut-être un exemple pour Paul, mais sinon pour les autres, normalement, quand on vous dit ça, c'est pas l'assiette que vous mangez, c'est ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'on désigne l'ensemble, le plat, juste en parlant de l'assiette qui est placée en dessous. Quand nous pensons à cette tentative merveilleuse de drague de Florentin sur Alexia et qu'il l'invite à boire un verre, Alexia, elle ne va pas avaler le verre. Hein, tu sais te tenir quand même. Tu vas boire ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire que là encore, tu désignes le contenu par son contenant, comme pour l'assiette tout à l'heure, tu fais une métonymie ou synecdoque, c'est-à-dire que tu désignes une partie, tu parles d'une partie pour désigner le tout. On s'en sort? Bon, on va faire des petits exercices, ça va fonctionner. Vous avez normalement donc réussi à faire pour aujourd'hui les exercices 1, 2 et 3. Tout ce qu'on vous demande pour aujourd'hui. On prend la correction ensemble, vous y avez passé, j'espère, une petite trentaine de minutes, le temps de mémoriser les figures de style et de les appliquer dans les exercices. Là, on va aller très vite sur la correction. Premier exercice, associer chaque nom à l'une des périphrases. Donc, je rappelle, la périphrase, c'est ce qui tourne autour du mot, on désigne par l'ensemble, l'élève au physique disgracieux qui se trouve dans le fond, qui désigne en réalité Quentin, parce que tout à l'heure c'est Florent, on change un peu les plaisirs. En fait, au lieu de dire directement Quentin, j'utilise une phrase qui tourne autour. La planète bleue, vous avez compris que ça désigne... Bah oui, la Terre, hein, tant qu'à faire, on est bien. Pour l'instant encore, est toujours bleu, tout va bien. La planète rouge, en revanche, cette fois-ci, ça désigne Mars, bien vu. Le toit de l'Europe, c'est-à-dire donc ce qui peut être le plus haut en Europe, bah, c'est la plus haute des montagnes qu'on peut trouver, on désigne le Mont Blanc, très bien. Le pays du soleil levant, cette expression, vous l'avez déjà forcément entendue, ça désigne le pays du soleil levant, le Japon. Je rappelle d'ailleurs que le drapeau en lui-même, hein, c'est un drapeau blanc avec le soleil incarné qui est représenté dessus, tout rond, tout rouge, tout beau. La cité phocéenne. Alors, la cité phocéenne, là évidemment tous les footeux sont au taquet, enfin surtout ceux qui n'ont pas de goût en l'occurrence, puisqu'on parle de Marseille. Donc là je viens de me faire 3 milliards d'ennemis. Donc la cité phocéenne, ça désigne la ville de Marseille, le dire Marseille, on tourne autour avec cité phocéenne. Et enfin, la cité des doges, alors, comme on est poste B, on a compris que c'est le dernier mot qui est resté, et en plus on a de la culture générale, et on sait que la cité des doges, ça désigne Venise. Je rappelle que doge vient de la même racine que latine dux ducis, qui a donné duc, qui vient du même mot conducteur, celui qui va diriger. Les doges, ce sont donc ceux qui ont dirigé la ville de Venise. Fin de la petite parenthèse culturelle. Là-dessus, vous avez normalement 6 sur 6, et vous maîtrisez parfaitement la périphrase. Pour l'exercice numéro 2, cette fois-ci, je vous demande dans chacun des extraits de me souligner là où les figures de style qui sont employées et d'être capable de la nommer. On se rapproche cette fois-ci beaucoup plus de l'exercice typique que vous aurez le jour du brevet ou dans un extrait, dans un passage. On vous demandera de prêter attention à voir s'il n'y a pas une expression particulière, quelque chose de bizarre dans ce passage. On vous demande souvent de relever les figures de style. Ou on peut vous dire clairement, relever la figure de style. Mais on le fait de moins en moins. Je rappelle, la figure de style, procédé stylistique, comment s'y prend l'auteur pour rendre son texte joli. La morgue austère des Danoff, tuée sur place, toute chance de gaieté ou d'action personnelle. On s'arrête à cette première phrase. Déjà, il y a quelque chose qui doit vous interpeller. On vous dit que la morgue, vous savez ce que c'est.
Là, ici, on parle d'une attitude méprisante, hein, c'est-à-dire pas la morgue où on met les cadavres, hein, c'est pas ça ici. Faire preuve de morgue ici, c'est une attitude méprisante, quand on a une posture un peu hautaine. Faire preuve de morgue, c'est d'être un peu fier de soi, fier tout court d'ailleurs. La morgue austère, donc quand on est austère, c'est que notre visage ne donne pas envie de venir faire un petit câlin ou de venir dire bonjour. Bonjour. Voilà, on est un peu austère, ça donne pas envie. Et on vous dit que ça a tué sur place toute chance de gaieté ou d'action personnelle. Là, vous comprenez bien qu'en réalité, une expression de visage ne peut pas vraiment tuer quelque chose ni quelqu'un, et encore moins quand ce quelque chose, c'est une chance de gaieté qui ne peut pas mourir non plus. Donc pour tuer sur place, vous avez ici l'emploi d'une métaphore, parce qu'on ne peut pas tuer sur place une chance de gaieté ou d'action personnelle, le fait d'employer cette expression-là, on aurait même pu dire, mais c'est parce qu'on ne la voit pas encore dans ce cours-là, dans la leçon d'après, qui est juste dans les expressions après, une personnification, parce que si on tue quelque chose, c'est forcément une personne, en tout cas, si on tue quelqu'un, pardon, plus que quelque chose, c'est une personne. Donc personnification, ça aurait pu fonctionner, la personnification n'étant ni plus ni moins qu'une forme de métaphore. Donc tuer sur place, c'est ce que vous avez souligné, métaphore. Phrase suivante. Il y avait un cercle mort autour de Tania, et elle tournait dans ce cercle comme une prisonnière. Alors déjà, clairement, comme une prisonnière, votre oreille d'expert, votre œil de professionnel a tout de suite repéré le petit mot-outil « comme », qui est une conjonction de subordination, ça c'est pour sa nature grammaticale, en tout cas ici, ça va être le cas. Mais c'est pas le cas, parce que c'est pas dans une proposition, donc pas de bol, il n'y a pas de verbe, pas de proposition. Ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est utilisé comme un outil de comparaison, parce que ça compare deux choses. Ça compare Tania et ça la compare à une prisonnière, comparant, comparer. Enfin, comparant, comparer, dans ce sens-là. La prisonnière Tania, outil de comparaison comme, on a donc une comparaison. Mais ce n'est pas tout. Dans cette phrase, il y avait, juste avant, il y avait un cercle mort autour de Talia. Là encore, vous vous dites, ça ne veut rien dire. Un cercle mort, ça peut bien être. C'est-à-dire qu'il y a un espace, une sorte de quelque chose qui entoure Tania, et qui fait, Tania, pardon, et qui fait qu'il n'y a rien dans ce cercle. C'est un néant absolu. Le fait de comparer ce néant absolu avec ce qu'il y a autour de Tania, nous sommes ici dans l'expression, encore une fois, d'une métaphore. Pas d'outil de comparaison, donc pas de comparaison, mais métaphore. On pourrait dire qu'il n'y avait personne autour de Tania, comme un cercle mort. On ne le dirait pas comme ça, c'est très moche ce que je viens de dire, je suis un peu en impro, mais c'est l'idée. Mais comme il n'y a pas d'outil de comparaison, métaphore. On compare deux choses, et pas d'outil de comparaison, métaphore. Phrase numéro 2. Ce jour-là, Eva se sent de plus en plus mal, entre les imperméables humides, les parapluies dégoulinants. Vous êtes malin, vous avez compris là encore que Eva ne va pas s'amuser à marcher entre des imperméables humides qui seraient suspendus ou des parapluies trempés qui seraient posés et pas en train d'avancer comme ça. C'est pas l'idée, c'est qu'elle marche dans la rue et elle ne voit autour d'elle, elle n'a l'impression d'être entourée uniquement que par des imperméables vides, humides et uniquement des parapluies. Ces objets-là, le parapluie imperméable, à votre avis, ça désigne quoi ? Bah oui, ça désigne les passants. C'est-à-dire que ici, j'ai pas encore Tania, je vais m'en sortir, Eva se balade au milieu des passants, mais l'esprit certainement préoccupé par autre chose. Elle ne les perçoit pas, elle ne sent leur présence que par les objets qui les définissent, elle ne les voit pas comme des personnes, mais uniquement comme des choses qui semblent se poser sur son passage et qu'elle doit traverser perdue dans ses pensées. Donc imperméable humide et parapluie dégoulinant, ces deux expressions désigne, c'est une petite partie, désigne en fait quelque chose qui est plus grand, c'est-à-dire les personnes, les passants qui sont sous la pluie avec des imperméables et des parapluies. Alors comment s'appelle la figure de style qui permet de désigner un tout en ne citant que l'une de ses parties, comme boire un verre, manger une assiette, finir son assiette, les voiles au loin? Métonymie, vous avez gagné, bingo jackpot. N'hésitez pas à vous aider du tableau en même temps, hein, sinon évidemment vous galérez un petit peu. Donc on s'aide du tableau, on s'en sort bien. Donc pour cette phrase numéro 2, métonymie. Pour la phrase 3, nous étions faits pour être libres, nous étions faits pour être heureux, comme la vitre pour le givre et les vêpres pour les aveux. Dans cet extrait du poème d'Aragon, vous avez remarqué aussi la répétition de nous étions faits et nous étions faits. Ça rejoint ce qu'on a trouvé dans l'exemple tout à l'heure dans le cours. Répétition d'une même tournure, de deux groupes de mots qui ont la même construction. Parallélisme, tout à fait. Vous avez ici un parallélisme. Et comme on est pro, on n'a pas raté non plus le comme la vitre pour le givre, comme tout à l'heure, on a repéré un petit comme,
Alors ce n'est toujours pas la conjonction de subordination parce qu'on n'est pas dans une proposition. Cette fois-ci, on parle d'un outil de comparaison puisque ça va comparer deux choses. Et ici, c'est comparé à la vitre pour le givre. Alors quand je dis ça, bah oui, c'est nous étions faits pour être libres, nous étions faits pour être heureux, comme la vitre sur le givre, comme la vitre pardon pour le givre, ce lien unique qui étroitement qui les unit, je vais y arriver. Bon, je suis en mode galère, hein, mais c'est pas grave, c'est l'idée, vous voyez un peu ce que je veux dire. L'utilisation d'outils de comparaison, comme c'est clairement pour nous dire qu'on a une comparaison. Nous passons ensuite à la deuxième partie du cours. C'est la deuxième et seule et unique partie que je vous demande encore de mémoriser et d'apprendre pour aujourd'hui, ou de revoir si vous les maîtrisez déjà. Donc on a vu les figures par ressemblance, et on termine avec les figures par animation. Il y a cette fois-ci 5 figures de style à voir, à apprendre. Tout d'abord la personnification, qui rejoint ce qu'on a vu avec la métaphore tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, quand vous comparez quelque chose à quelqu'un, ou quelqu'un à quelque chose, vous incluez forcément que cet objet est comparé à un être vivant. Vous avez donc ici personnification, objet qui est représenté comme une personne ou un animal, c'est-à-dire quelque chose de vivant. L'exemple qu'on vous donne, la route qui tient en laisse les villages. Bon courage si vous voulez mettre une laisse autour du cou d'un village, vu que c'est juste pas possible. Le fait de faire ça, c'est considérer que les villages sont vivants, si on les compare à des chiens, vous avez compris, ou à des hamsters, si vous prenez votre hamster, chacun sa vie. Évidemment, là pour le coup, je pense à Simon, hein, fais comme tu peux. Le fait de donner les attributs d'un être vivant à un objet inanimé, c'est ce qu'on appelle une personnification. Alors, à l'inverse, ça je vous la rajoute, vous le mettez dans votre petit tableau à droite. Alors vous allez me dire, monsieur, pourquoi vous ne l'avez pas mis déjà sur le poly? Parce que je suis mauvais, hein, je me suis raté, on va faire tout simple. Mais à maxima culpa, je vous demande de me rajouter à côté de personnification la réification. Vous voyez, je l'ai rajouté sur le poly ici. À côté de personnification, réification. La réification, qui vient du mot latin res, rei, féminin, la chose, c'est l'inverse d'une personnification. C'est-à-dire que vous prenez un être vivant et vous allez lui donner les caractéristiques d'un objet. Si je dis par exemple que monsieur, vous n'auriez pas vu Faustine? Bah si, elle est là où je l'ai déposée. Elle est restée là où je l'ai posée. Encore mieux. C'est-à-dire que si je fais ça, c'est comme si j'avais posé Faustine à un endroit et je me suis barré. Donc en gros, je la considère comme un objet. Pareil si je dis... oh bah regardez Théo, il est tout cassé. S'il est cassé, c'est qu'il est cassé comme un objet. Donc c'est comme ça, voilà. La réification, je viens de considérer que c'est un objet. Donc c'est ce qui s'oppose à la personnification. Personnification, c'est vous attribuer la caractéristique de quelque chose de vivant à un objet inanimé. Je sais pas, vous prenez quelque chose qui est dépourvu de vie et d'intelligence, un livre, un CD, un coussin, Tessa, enfin tout ce que vous voulez qui est, voilà, et vous lui donnez les caractéristiques d'un être vivant. Là, si vous faites ça, dans ce cas-là, vous faites une personnification. L'inverse, réification. Enfin, allégorie. Représentation concrète d'une idée abstraite. Ça, c'est le cas classique d'utiliser la colombe, qui va désigner la paix. Vous utilisez par exemple la balance, qui va désigner la justice. Vous utilisez, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme symbole qui va fonctionner comme ça? La faucheuse, qui en fait va la grande faux, qui renvoie vers la mort. C'est pas super ambiance, hein, mais bon, c'est un peu l'idée. À chaque fois que vous avez comme ça donc une représentation concrète d'une idée, vous avez une allégorie. Ensuite, figure d'opposition. Alors, on passe d'animation à opposition, ça va dans la foulée. Hein, donc c'est le deuxième tableau qui va avec, mais ça se regroupe. L'antithèse, c'est vous avez deux mots qui sont opposés dans la même phrase, mais qui ne sont pas côte à côte. Quand en revanche ils sont côte à côte, on parle, comme vous avez eu le jour du brevet blanc pour les chers élèves ardrésiens, un oxymore. Donc ça aussi, je vous demande de le rajouter à côté d'antithèse, oxymore. Lorsque vous dites, c'est une vieille chanson, comme Victor Hugo qui dit, vieille chanson du jeune temps, vieille et jeune, deux termes qui s'opposent mais qui ne sont pas côte à côte, antithèse. Si je dis le soleil noir de la mélancolie, en référence à Eldest dit Shadow de Gérard de Nerval, poète du XIXe siècle, soleil noir, deux termes opposés côte à côte, oxymore. Donc, oxymore, c'est pareil qu'une antithèse, un oxymore, c'est pareil qu'une antithèse, sauf que dans l'oxymore, les termes sont mis côte à côte. Ça marche? J'enchaîne. L'antiphrase, c'est le fait de suggérer le contraire de ce qui est dit. Globalement, c'est ce que vous appelez, vous, l'ironie. Si je vous rends vos rédactions et que j'arrive devant Léonie et que je lui dis « Léonie, 3 sur 20, c'est excellent »,
Léonie, elle comprend bien que je ne suis pas vraiment en train de le penser. Je suis en train de faire de l'ironie, je suis en train de prononcer une antiphrase. Hein. Évidemment, mon exemple fonctionne avec tous les élèves possibles et inimaginables. Élise, Agathe the Blues, etc. etc. Après l'antiphrase, ironie, on arrive donc sur la litote. La litote est très proche d'une autre figure de style qu'on verra demain, qui est l'euphémisme. La subtilité à comprendre ici, c'est que la litote, c'est une atténuation apparente, qui en réalité va renforcer le propos. C'est-à-dire que sous couvert d'atténuer un peu mon idée, en fait, je vais la rendre beaucoup plus éclatante. L'exemple est pas mal, qui est donné ici, c'est peu agréable. Hein. Ça veut dire que c'est vraiment pas agréable, c'est-à-dire que c'est très très désagréable. Prenons un exemple au hasard, imaginons par exemple, je sais pas, je prends la table d'Axel parce qu'il n'a pas fait ses exercices, je le balance dehors, je prends Axel, je le balance dehors, il revient ensuite tout penaud et ses copains lui disent ça va, ça s'est bien passé, et il revient en disant bah, si on met contre le mur, c'était pas très très agréable. Dans ce cas-là, nous avons également ce qu'on appelle ici une litote, c'est-à-dire que c'était extrêmement désagréable. Quand on va vous demander comment s'est passé ce confinement et les cours de français que vous avez dû subir en regardant des vidéos d'un débile qui parle tout seul, vous allez devoir dire c'était pas très agréable, sous-entendu vous venez de passer l'un des pires moments de votre vie. Je sais, après rien ne vous oblige à regarder la vidéo en entier, moi je fais ça pour vous, après on se débrouille comme on peut. Donc c'est peu agréable, c'est très désagréable. On y va, on a la partie leçon qui est faite, maintenant on y va pour les exercices. Exercice 3. En vous appuyant sur les passages soulignés, quelle figure de style identifiez-vous dans chaque extrait? On se lance. Premier extrait. Elle est venue la nuit de plus loin que la nuit à pas de vent, de loup, de fougère et de menthe. Voleuse de parfums impurs, fausse nuit, fille aux cheveux d'écume, issue de l'eau dormante. Alors, la nuit qui est venue à pas de loup. La nuit qui est voleuse de parfums, fille aux cheveux d'écume, tout ça vous pouvez le souligner. On attribue les caractéristiques d'un être vivant à la nuit est donc personnifiée. Oui, c'est une métaphore, mais quand on est des pros, on est plus précis que ça. Ce n'est pas qu'une métaphore, c'est une personnification. Enfin, c'est pas qu'une métaphore, c'est une personnification. On y attribue les caractéristiques d'un être vivant. Texte numéro 2. Cette rue qui me faisait peur cessait d'être une anomalie, donnant de l'espace au statut en perpétuel mouvement. Statut, mouvement. Ce n'est pas côte à côte. Entre les deux, on a perpétuel. Les deux ne sont pas collés. Ah, on chipote, mais on est précis. Donc ce n'est pas un oxymore, c'est une antithèse. Si c'était statut mobile, alors là, par exemple, là, on avait un oxymore. La Jeanne, texte 3, la Jeanne, on la paie quand on peut des prix mirobolants, un baiser sur le front ou sur ses cheveux blancs, à semblant d'accords de guitare. Là, je vous mets un petit extrait de Brassens, hein, ça fait jamais de mal. Quand il dit « on la paie des prix mirobolants », donc vous m'avez souligné « prix mirobolant », ce fameux prix mirobolant, un prix mirobolant, c'est un prix exagéré, hein, ce qui coûte extrêmement cher, c'est un baiser sur le front, ou alors sur les cheveux blancs, ou un petit accord de guitare. Alors, je ne sais pas si ça pour vous, c'est super cher. Globalement, c'est un peu des tarifs de clodo. Donc le fait d'appeler ça des prix mirobolants alors que ça n'en est clairement pas, il dit l'inverse de ce qu'il pense. Nous avons une antiphrase. Ici, Brassens, c'est donc une antiphrase. Extrait numéro 4. Je vis cette faucheuse. Elle était dans son champ. Elle allait à grands pas, moissonnant et fauchant, noir squelette, laissant passer le crépuscule. Alors, on a souligné, je vis cette faucheuse. On a repéré les termes de faucheuse. Moissonnant et fauchant, on peut souligner aussi. Le noir squelette. Alors, quelle planète, cette figure de style qui parle d'un squelette noir avec une faucheuse. Avec une faux, pardon. La faucheuse. Qu'est-ce que la grande faucheuse? La mort, hein, vous avez compris. Le fait donc de désigner la mort par ça, ça rejoint les exemples dont on parlait tout à l'heure. Ça tombe bien parce que le poème s'appelle Morse. Le latin, ça veut dire la mort. Petit indice comme ça. Dans les contemplations, c'est une allégorie. Allégorie de Victor Hugo, qui désigne par quelque chose de concret une idée abstraite, comme la balance pour la justice, la faucheuse pour la mort. Dernier extrait enfin, et vous êtes tranquille pour aujourd'hui, vous pouvez retourner à vos occupations. Vous n'êtes pas sans savoir que pour espérer réussir, il faut travailler. Ce type d'expression, le « vous n'êtes pas sans savoir », c'est clairement qu'on est en train de dire que vous le savez très bien, vous le savez même pertinemment. Donc je dis quelque chose qui semble atténuer le propos, vous n'êtes pas sans savoir, pour en fait dire exactement l'inverse et l'exagérer, vous le savez fortement bien. Ah, vous le savez.
Dans ce cas-là, c'est l'utilisation de cette dernière figure de style qu'on a vue, la litote. Litote qui paraît donc une atténuation, mais juste en apparence, puisqu'en réalité, ça vient renforcer le propos. Voilà. Sur ces bonnes paroles, j'espère que vous allez bien. 25 minutes de vidéo là déjà pour ce que je viens d'enregistrer, c'est extrêmement long. Je sais que personne n'a regardé cette vidéo jusqu'au bout, que je viens de perdre les 30 petites personnes qui sont à peine abonnées. C'est pas grave, moi j'y crois. Je suis d'une naïveté touchante et je crois à tout ça. Prenez bien soin de vous. Restez bien assis, confinement, on pense à tout le monde, on ne sort pas. Résistance.